nouvelle édition de l'information sur ESAE TV. Bonsoir, bienvenue. Tout de suite, les titres de ce journal. L'examen du brevet d'études du premier cycle BEPC a bel et bien démarré ce lundi 27 mai 2019 sur toute l'étendue du territoire national. Les responsables de centres font le point après les premières épreuves écrites de la matinée. Le Bénin, à l'instar de la communauté internationale, a célébré le dimanche 26 mai dernier la fête des mères, une fête dédiée à toutes les mamans en raison du rôle prépondérant qu'elles jouent dans les familles et pour l'éducation des enfants. Les femmes du quartier Aglar-Lazonto de Cotonou ne sont pas restées en marge de cette célébration. Retour dans cette édition sur les incidents survenus au lendemain des élections législatives au Bénin. Cadet Achirou analysera dans un instant la posture adoptée par les ténors de l'opposition avec à la clé plusieurs dégâts matériels et des pertes en vies humaines. Le chroniqueur ne manquera pas de féliciter Sébastien Germain Ajavon pour son sens de patriotisme. À nouveau, bonsoir. Sébastien Germain Ajavon n'a visiblement pas contribué à l'effectivité des actes de vandalisme qui ont émaillé le processus électoral lors des législatives. Ces fiefs électoraux n'ont fait l'objet d'aucune tumulte. Abdelkader Achirou s'intéresse au sujet et est déjà installé sur ce plateau. Abdelkader Achirou, bonsoir. Bonsoir Anifat Boukari, chers amis internautes, bonsoir. Passé les tristes et déplorables événements des 27, 28 avril et 1er et 2 mai 2019, passons au décryptage des faits et gestes des différents acteurs politiques se réclamant de l'opposition politique au pouvoir talon au moment des faits. Inutile de rappeler que cette opposition s'articule principalement autour de trois grandes figures, à savoir Thomas Boniaï, président de la République de 2006 à 2016, Sébastien Germain Ajavon, patron des patrons, candidat malheureux à la présidentielle de 2016 et grand contributeur à l'élection du candidat Patrice Talon au second tour de la présidentielle, et enfin le tonitruant candidat Armand-Marie Azanaï, ancien collaborateur et coquin du président Patrice Talon, d'une éloquence légendaire de par ses discours de grande portée philosophique émaillés de doctrine politique. Ainsi, dans une analyse multispectrale, sommaire et expéditive, on note que les mouvements d'humeur se sont fait montre pour la plupart dans des fiefs électoraux réputés comme étant ceux appartenant aux forces Cori pour un Bénin émergent FCBE. Animés d'une peur évidente et d'une panique légitimée par les enjeux qui s'imposaient avec en ligne de mire, le risque de perdre probablement définitivement les 10 fiefs, vu l'adhésion assez considérable des anciens ténors chantres de la mobilisation à de nouvelles formations politiques. Certains ténors opposants au régime ont soutenu et planifié en sourdine des actes de vandalisme et même de gangstérisme politique. Et les différents discours chargés de menaces de l'ancien président Thomas Boniaï pourraient être perçus par des militants comme un mot d'ordre, même si cela n'était pas le cas. Candidat Zanaï, de son côté, quoique pas très visible, est resté dans la même veine. Quant à Sébastien Germain Ajavon, il est resté neutre et a mis le pays au-dessus de ses intérêts personnels, selon le constat. Aucun de ces fiefs électoraux où vivent au quotidien ces hommes de main n'ont connu une situation de violence, encore moins de vandalisme. Tout porte à croire que des consignes ont été données pour une retenue au nom de la patrie commune. Une posture qui mérite d'être saluée haut et fort. Connaissant l'homme et l'impressionnante puissance financière dont il dispose, qui est désormais une lapalissade au Bénin au lendemain de la campagne présidentielle de 2016, ceci juxtaposé aux nombreux richissimes qui sont ses valets et tâcherons, un simple mot d'ordre du roi de la volaille aurait suffi pour attiser davantage le feu afin d'obtenir un unanimisme catastrophique. À y voir de près, bien que très remonté contre le régime auquel il a contribué à son installation, Sébastien Germain Ajavon n'est visiblement pas partisan d'un quelconque plan dangereux qui pourrait mettre en péril la quiétude de ses paisibles concitoyens. Il n'est pas prêt à tout pour assouvir son désir de vengeance, quoique légitime si l'on observe les faits de son côté. Sa formation politique dont il détient la police des débats s'est limitée à des communiqués et autres procédés démocratiquement reconnus. Même s'il paraît plus ou moins affaibli,
par les tristes événements qu'il a traversés, il n'en demeure pas assez pour être inoffensif. Un lion roi, même agonisant, est toujours dangereux. L'autre formation politique qui mérite une palme patriotique, c'est le Parti communiste du Bénin, PCB. Ce creuset politique, malgré la fougue délirante qui lui est reconnue et sa posture radicale à être toujours remontée, même quand tout le monde est plus ou moins flexible, reste consciente qu'il y a des limites à ne pas franchir afin de préserver l'essentiel qu'est la République et la paix. Même dans tout le vacarme qui conditionne son existence, le PCB arrive toujours en cas de besoin à faire preuve de lucidité. Certes, le jeu politique est complexe et généralement animé par un avenir incertain et parfois passionnant. Passé les élections législatives et l'installation des députés de la 8e législature, il est impératif, voire obligatoire, que les familles disloquées se retrouvent dans la paix et la concorde pour communier à travers les vraies valeurs de la vie. Des compromis de quelconque nature doivent être trouvés pour éviter de pareilles situations à l'avenir. La main tendue du chef de l'État pour un dialogue national est une aubaine à ne pas rater. Elle pourrait être génératrice de résolutions qui apaiseront les uns et les autres. Aussi, il urge de savoir qu'une opposition politique ne doit pas être l'expression d'un affront ou d'une radicalisation aveugle. Merci à vous, Abdelkader Achirou. Merci. Ce journal continue. L'examen du brevet d'études du premier cycle BEPC a démarré ce lundi 27 mai 2019 sur toute l'étendue du territoire national. C'est le collège d'enseignement général CEG1 d'Akplaroué dans le département du Koufo qui a servi de cadre pour le lancement officiel des épreuves écrites. Le ministre des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, Capo Maounion, a procédé au lancement officiel des épreuves dans ce centre de composition en présence du préfet, des autorités locales et des responsables en charge de l'éducation dans le Koufo. Les candidats à l'examen du brevet d'études du premier cycle BEPC session de mai 2019 ont donc entamé la phase écrite ce lundi 27 mai sur toute l'étendue du territoire national après plusieurs mois de cours. À la fin des épreuves écrites de la matinée, les responsables de centre et candidats font le bilan. Reportage signé Dorcas Gamangba et Jefté Hongé. Le BEPC session de mai 2019 a effectivement démarré sur toute l'étendue du territoire national. Les candidats à l'assaut de cet examen sont confrontés depuis ce 27 mai 2019 aux épreuves écrites. Au centre du CEG Saint-Rita, les compositions semblent se dérouler dans de parfaites conditions. Je peux dire que le bilan est positif. Tout s'est normalement passé comme il a été prévu. Et déjà à 7 heures, on a fait l'appel des suivants de salle. Ensuite, on a procédé au remplacement. Nous avons lu les instructions officielles et par la suite, l'épreuve de la communication écrite a démarré réellement à 8h00. Par la grâce de Dieu, le centre de composition du CEG Saint-Rita n'a pas connu de cas d'incident majeur. Il faut dire que sur les 1352 candidats inscrits, 1326 ont répondu réellement présents. Il en dégage alors 6 qui sont absents, dont nous irons pour le moment les causes. Et le point a été fait et nous allons rendu compte à l'autorité par rapport à ça. On a pris toutes les dispositions sécuritaires. Nous sommes avec les agents de la police républicaine qui nous accompagnent et nous avons été instruits pour pouvoir organiser comme cela se doit l'examen. Et je crois que par la grâce de Dieu, tout va se passer très bien. Selon les surveillants de classe, satisfaits du déroulement des compositions pour cette première journée, toutes les dispositions ont été prises pour éviter les cas de tricherie et de fraude. Il faut qu'on soit là très tôt et il faut quand même un peu causer avec les apprenants, question de les mettre en confiance. Parce que parfois ils sont stressés et rapidement ils passent à côté des choses. Nous allons essayer de gérer en faisant notre travail. Le problème ici, ce n'est pas d'arrêter des tricheurs, mais plutôt d'empêcher la tricherie et les fraudes. Donc, étant éveillés, nous allons correctement surveiller et je suis sûr qu'il n'y aura pas de cas de fraude que nous allons enregistrer dans notre centre ici. La phase écrite se poursuit donc jusqu'au 29 mai prochain. Pour l'heure, les candidats s'encouragent et espèrent que les épreuves suivantes
seront plus abordables. Soucieux de faire composer tous les enfants candidats au certificat d'études primaires CEP dans l'équité et tenant compte des jours qui seront déclarés chômés et payés sur toute l'étendue du territoire national dans la période des examens, l'examen du certificat d'études primaires CEP, initialement prévu pour le lundi 3 juin, est reporté pour le mardi 11 juin 2019, selon un communiqué en date du jeudi 23 mai, signé du directeur des examens et concours Victor Adorinzin. Restons toujours dans l'éducation pour dire que la prison civile de Parakou présente 2 candidats à l'examen du bac session de juin 2019. L'annonce a été faite par le programme des Nations Unies pour le développement PNUD qui assure l'encadrement des 2 prisonniers. Outre les candidats au bac, l'organisation onusienne appuie la formation de 418 détenus pour la préparation de savon, la fabrication de bijoux et des perles. Seul objectif du PNUD, assurer la réinsertion socio-professionnelle des détenus après leur séjour carcéral. Selon le régisseur de la prison civile de Parakou, Gaspard Denavid, des efforts sont faits de plus en plus pour ouvrir de meilleures conditions de détention aux personnes incarcérées. Les 2 détenus inscrits pour le bac, souligne-t-il, sont encadrés par des enseignants. Les femmes du quartier Aglar-Lazunto de Cotonou, à travers leur association de développement baptisée Comité des femmes de Lazunto, CFH, ne sont pas restées en marge de la célébration de la fête des mères. Réunies dans l'enceinte de l'école primaire publique de Lazunto, hier dimanche, ces femmes ont organisé un grand festin qui a été précédé d'une messe dite à l'église catholique Sainte-Trinité de la dite localité. Le compte rendu avec Abdelkader Achiro. C'est dans une ambiance empreinte de fierté, de fraternité et de joie que les femmes du quartier Aglar-Lazunto de la ville de Cotonou se sont réunies pour célébrer entre elles, comme à l'accoutumée, la fête des mères. Cette célébration, qui est à sa 3e édition, a mobilisé les femmes issues de plusieurs couches socio-professionnelles grâce au leadership éclairé de leur présidente, Élise Haïté. Toutes vêtues du tissu circonstanciellement choisi et accompagnées de leurs époux et de leurs enfants, ces femmes membres du comité des femmes de Lazunto CFH ont pris part dans la matinée à une messe à l'église catholique Sainte-Trinité de la localité, puis à la sortie d'église, elles ont effectué une caravane pédestre animée par des chants et rythmée par des pas de danse euphorique. Les festivités se sont déroulées sur la cour de l'école primaire publique de Lazunto. Des dishes alignées en file indienne contenant des mets divers, tout aussi agréables à la vue qu'appétissants, étaient exposés pour service, lequel service était libre et les boissons de toute variété circulaient sans une quelconque retenue. En dehors du disque joker, conviés pour la circonstance, des artistes nationaux de renom ont eu à prester afin d'égayer les moments et mémés de Lazunto. Les participantes se disent fières et heureuses de prendre part à cette grande réjouissance. Les conseillers municipaux et locaux du 12e arrondissement de Cotonou, qui ont soutenu l'événement à travers leur présence, saluent à l'unanimité le leadership et l'esprit rassembleur de Dame Élise Haïté, qui est à son 3e exploit consécutif en ce qui concerne l'organisation de cette grande fête des mères au profit des mamans et mémés de Lazunto. Cette fête-là, ça a été bonne et puis on souhaite que ça y ait de l'avant.
et beaucoup de prospérité pour ça. Les femmes sont là, nous on a décidé ce que la femme veut, Dieu le veut. Donc le bon Dieu a souhaité ça. C'est un comité de développement à la base qui a remonté et jusqu'à l'organisation de cette fête-là. Si vous rentrez à Razunto, il y a des différentes organisations. Vous avez les organisations des jeunes, et où il y a un président des jeunes du Razunto, un président des sages. Ensuite aussi, ensemble avec les conseils locaux, il y a une présidente des femmes. Donc c'est de là où cette organisation a vu jour dans ce quartier. Pour Élise Haïté, les mamans se sacrifient énormément pour la vie de leurs enfants et il faut un cadre pour leur reconnaître ce mérite. Par ailleurs, elle lance un vibrant appel aux femmes de Razunto, à l'union, à la tolérance et à l'amour du prochain pour que cet idéal prospère et grandisse davantage. Maman laisse azawe. Bon, mika so azamboro e no jedo mama laisse anzanjio. Ro mama le o ya mi ton supo pede. Ba zan lo de mika so mi lo ewo. Mi na no ko mi de le ple. Bona no mo mi de le bo. E na yin awaji je pele o mi na no donu mi de le. E we sombo mi lo pe le nkan ton lu e do e gbe sin azangbe. Pe de ja o. Mi na le fo dubo e na le sien bo mi na réaliser no gege bo mama le na le supo umo bo mi na blondo to me e Razunto nu nyon le azan lo gbe o me bi ni no ton gege nu wanyin ni ka no ni no mi dele me ni nu ni nu kon. Les festivités se sont déroulées jusque tard dans la nuit, dans une ambiance très festive. Nourritures et boissons étaient servis à volonté et sans distinction quelconque. Le rendez-vous est pris pour la fête des mères de l'an 2020 pour une autre célébration, dans l'espérance que le mandat de la présidente soit renouvelé par ses pairs en février prochain, afin qu'elle puisse concrétiser ses nobles ambitions pour les femmes de Razunto. Le psychologue clinicien Raoul Kwaku Satonji a procédé hier au lancement officiel de son ouvrage intitulé « Les chemins de la réussite par le comportement ». Il s'agit d'un ouvrage de 210 pages subdivisé en 3 parties. Reçu sur l'émission L'invité sur ESAE Télévision, Raoul Kwaku Satonji a évoqué le contenu de ce livre qui est avant tout un ouvrage de psychologie, du comportement et de développement personnel. On l'écoute pour plus de précision. L'ouvrage est un ouvrage de psychologie et de développement personnel qui associe psychologie et développement personnel. Je le précise parce que le concept de développement personnel est appliqué par beaucoup de personnes alors qu'elle est la fille d'une branche de la psychologie, c'est-à-dire l'approche humaniste de la psychologie qui croit au potentiel de l'être humain, de l'individu, en sa capacité à pouvoir évoluer et avancer. Et sur cette base-là, il y a beaucoup de spécialistes qui font du bon et d'autres du mauvais travail, qui essaient d'expliquer des choses qui ne sont pas forcément cela. Donc dans notre contexte, j'essaie d'apporter ma contribution pour permettre aux uns et aux autres de savoir ce que c'est que la réussite et quels sont les éléments qu'il faut pour y arriver. Alors j'essaie de décrire un peu la réussite d'abord comme un processus très subjectif parce qu'il dépend des aspirations propres de chaque individu. Je peux estimer que j'ai réussi parce que j'ai fait une bonne carrière universitaire, comme je peux estimer que j'ai réussi parce que j'ai plusieurs immeubles. Je peux aussi expliquer que j'ai réussi parce que je me suis marié et j'ai une belle famille. Et donc, c'est variable la notion de réussite. Donc, elle est subjective. Elle dépend des aspirations profondes de chaque individu. Mais ce qu'il faut pour y arriver est identique. C'est un ensemble de comportements qu'on essaie de mettre en branle pour y arriver. Et moi, en tant que psychologue, j'essaie de décrire un peu les éléments de ce comportement-là. Mais bien souvent, on a l'impression de résumer le comportement à ce qui est observable. Or, le sens large du comportement prend 3 dimensions, à savoir la pensée, les émotions et sentiments, et enfin la motricité, qui est ce que nous observons, qui est l'action. Donc j'essaie de décrire ces aspects en montrant comment est-ce que nous pouvons les mettre en branle pour pouvoir réussir, quel que soit le domaine d'activité que nous choisissons. Mais avant, je décris aussi dans les prémices qu'il faut forcément un objectif de réussite. Et comment arrivons-nous, ou comment peut-on arriver à se fixer un objectif de réussite?
La plupart d'entre nous, nous avons souvent de belles idées, de bonnes idées. Je vais acheter une voiture, mais nous ne l'exprimons pas très clairement ou pas bien. Ce qui fait que nous parvenons peut-être à acheter la voiture, mais pas dans le temps que nous l'avions voulu ou nous l'avions prévu. Nous disons que nous voulons construire une maison, nous voulons nous marier, etc., etc. Mais nous n'arrivons pas à bien le fixer. Donc j'essaie de décrire les étapes qu'il faut pour fixer un objectif, pour pouvoir effectivement, pour voir effectivement cet objectif se réaliser dans la vie. Donc c'est décrit dans, ces aspects sont décrits dans les prémices. Ce qui m'a amené à rédiger l'ouvrage, d'abord j'ai rédigé l'ouvrage parce que je suis psychologue clinicien de profession, donc spécialiste du comportement, et qui pense que quand vous êtes dans un domaine donné, vous devez pouvoir partager votre petite connaissance avec les autres. La seconde raison, c'est que je suis un passionné je crois fondamentalement, je suis dans l'approche humaniste et systémique, je crois fondamentalement que chaque individu a quelque chose en lui et cela peut lui permettre de réussir ou d'ouvrir toutes les portes s'il y prend conscience. Et donc, je souffre de ce que dans notre contexte, de nombreuses personnes s'érigent en spécialistes, je ne veux pas appeler d'appellation, s'érigent en spécialistes et au lieu de construire l'individu, détruisent l'individu. Et donc, j'envoie mon ouvrage pour apporter ma pierre à l'édifice, à la construction. L'ouvrage fait 110 pages. J'ai fait l'effort de le réduire à ce volume-là pour permettre la facilité de la lecture. Parce qu'il ne faut pas se méprendre. Nous sommes dans un environnement où les uns et les autres n'aiment pas beaucoup lire. Et surtout quand ils voient que le livre est volumineux, ils sont un peu inquiets de finir la lecture. Donc le prix est accessible à tous. Au cours de cet entretien, le conférencier, formateur et auteur Raoul Kwaku Satondi a également abordé la question traitant des différences entre le psychologue et le coach de développement personnel. Il a en effet précisé le rôle et les exigences de chaque partie. Il ne faut pas forcément être psychologue pour faire du développement personnel ou faire du coaching. Mais pour faire du coaching et du développement personnel, il faut véritablement faire une formation et avoir des certificats. Et il faut faire des formations qui exclusivement vont vous présenter des modules de psychologie. Parce que le psychologue étudie le comportement humain. Je me pose bien la question de savoir comment est-ce qu'un coach qui ne connaît pas la structuration de la personnalité d'un individu, qui ne sait pas si cet individu est introverti ou extraverti, qui ne sait pas si l'individu a des tempéraments d'impulsivité ou pas, ou d'agressivité, qui ne sait rien de cette personne, comment est-ce qu'il peut le coacher ou l'accompagner dans un processus de développement? Or, le psychologue clinicien a la possibilité, par des techniques de psychométrie et des tests, d'évaluer d'abord, de faire une évaluation psychologique entière de l'individu pour savoir sa personnalité, avant, n'est-ce pas, d'identifier ses forces et ses faiblesses, travailler sur les faiblesses et les forces pour permettre à l'individu d'atteindre l'objectif qu'il veut en choisissant une option de développement personnel. Il faut dire qu'en développement personnel, on choisit des options. Si je peux choisir une option physique en termes de développement personnel. Je peux dire, ben, tiens, je commence à être obèse et donc je veux avoir une forme beaucoup plus athlétique. C'est un objectif de développement personnel. Et donc là, le coach ne sera pas forcément un psychologue. Mais le psychologue peut m'aider à identifier que ça, c'est une orientation. Et donc le psychologue a la nécessité professionnelle, parce qu'il est soumis à un code de déontologie, de dire, pour atteindre cet objectif, il faut être accompagné par un coach sportif. C'est de la même manière, le psychologue n'est pas un éducateur. Si l'option est d'ordre éducatif, le psychologue vous dira, cette orientation, voyez un spécialiste en éducation ou voyez un coach qui est orienté vers l'éducation. Quand c'est une question de couple, le psychologue peut prendre en charge les questions liées à des dysfonctionnements de couple, mais peut vous orienter aussi vers un accompagnement. C'est-à-dire que le psychologue a des balises, a des limites, et même quand il est coach. Donc on peut être psychologue et coach, psychologue et spécialiste du développement personnel, comme moi je le fais souvent. J'ai de la peine à me faire appeler coach ou à me faire appeler spécialiste du développement personnel parce que dans notre contexte, tout le monde y va sans certificat ou avec certificat et ça pose problème. Le jeûne musulman est dans sa dernière phase. Les 10 derniers jours du mois de Ramadan représentent pour les fidèles musulmans une occasion privilégiée de se consacrer entièrement à l'adoration de Dieu, de se repentir et de se rapprocher de lui et de l'implorer afin qu'il concrétise leurs
aspirations les plus chères. Cette adoration représente d'ailleurs une pratique prophétique hautement recommandée. L'imam Moutawakil Boukari nous renseigne à cet effet. Suivons-le. Des 10 dernières nuits, c'est dans ces 10 dernières nuits que nous trouvons les lettres cadres, comme l'appellent les musulmans. Et vous l'appelez en français la nuit du destin. Bon, voilà encore un gros cadeau que Dieu a offert à ses serviteurs, ses adorateurs. Il dit dans les 10 dernières nuits, il y a une nuit qu'on appelle les lettres au cadre, la nuit du destin. Dans cette nuit, tous les anges descendent sur la terre. Tous les anges descendent sur la terre, à leur tête, le chef des anges, qui est l'ange Gabriel. Et ils seront là avec nous jusqu'à l'aube. Donc, ils prennent tous ceux qui sont en train de prier et tous ceux qui ont eu les lettres au cadre. Vous connaissez leur récompense? C'est une récompense plus de 1000 mois. Les 1000 mois font combien d'années? Hein, mon frère? Plus de 83 ans. Alors, toi, tu n'as même pas encore 60 ou 50 ans. Et Dieu te donne cette récompense de 83 ans. Toi, même si tu mets là, tu es déjà au paradis. Voilà l'importance de cette nuit que beaucoup ignorent. Et c'est pourquoi on demande au prophète, c'est quand même. D'autres disent qu'il a dit que ça commence le 27. Bon, qui connaît le 27? Peut-être le mois lunaire, c'est 29 ou 30 jours. Bon, toi, tu peux compter pourquoi que aujourd'hui, c'est la nuit du 27e, alors que c'était la nuit du 28e ou la nuit du 26e. Tu as raté. Tu as raté. C'est pourquoi le prophète alayhi salatu wa salam dit, cherchez cette nuit bénie quand il reste 10 jours. Là, tu ne vas pas manquer. Plein d'adoration. Et là, quand tu trouves ça, Dieu va te pardonner tes péchés passés, présents et futurs. Voilà parmi les importances. C'est très important pour les musulmans. Si on obéissait à ce que Dieu a dit, je ne crois pas qu'un musulman ira dans l'enfer. Mais, avec l'hypocrisie, la malhonnêteté, on perd tout ça là. Donc, cherchez ça pendant les 10 dernières nuits du Ramadan. Mais, il y a des choses. Il ne faut pas rester à la maison. Quand c'est à la dernière minute, il reste 2 rakas, que l'imam veut finir, tu es dans ta maison, tu viens. Là, toi, tu n'as pas cherché les lettres au cadre. Non, 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 non. Toi, tu t'es moqué de toi-même. C'est toute une nuit d'adoration. C'est pourquoi les gens même quittent leur maison pour aller rester dans les mosquées pendant les 10 dernières nuits. C'est ce qu'ils appellent itikaf. Vous voyez? Parce que les 10 dernières nuits, c'est c'est important pour un musulman. Pour mettre un terme à cette édition, appui au sport béninois. L'État a débloqué plus d'un demi-milliard aux fédérations sportives au titre des subventions pour le compte de l'année 2019. Le ministre en charge des sports, Oswald Omeki, a procédé ce vendredi à la remise des chèques symboliques aux bénéficiaires au cours d'une cérémonie solennelle à Béné Marina Hotel. Reportage, c'est Ondé Larios Adjabeno.
L'expression visuelle des acteurs du mouvement sportif béninois est gaie. Pour la 4e fois de suite, le ministre des Sports Oswald Omeki vient ce vendredi 24 mai 2019 leur remettre les subventions de l'État dans cette salle de Bénin Marina Hôtel de Cotonou. Le montant global cette année connaît une légère augmentation. De manière globale, depuis 2 ans maintenant, la cagnotte que nous répartissons est passée d'environ 200-300 millions à 553 millions. J'ai le plaisir de vous annoncer que cette année, nous passerons à 655 millions. Si la cagnotte augmente d'année en année, le principe par contre ne change pas, rappelle le directeur du sport d'élite, Bonaventure Kofi Kodia. Il me paraît nécessaire de rappeler à votre attention que les subventions sont destinées prioritairement au financement des activités statutaires au plan national et international. Ces fonds alloués aux fédérations sportives varient de 1 million à 45 millions de francs CFA. De nouvelles instances ont été éligibles cette année. Et comme principale particularité cette fois-ci, le Comité national olympique et sportif béninois, CNOSBN, bénéficie pour la première fois de son histoire une subvention de l'État pour son fonctionnement. L'État, le gouvernement, sous le leadership du président Talon, a décidé d'octroyer au Comité national olympique et sportif béninois un montant de 100 millions de francs CFA. Ça, c'est du jamais vu. Expliquant aux responsables fédéraux la bonne foi du ministère des Sports par rapport au retard de 45 jours accusé pour la remise des subventions, le président du CNOSBN, Julien Minavoa, leur rappelle l'importance des échéances vis-à-vis des institutions fêtières. N'oubliez pas, cher président de fédération, que vous faciliterez la tâche en commençant par régler vos cotisations pour vos fédérations internationales. Ça, il faut le faire. Soulagés, les responsables fédéraux expriment leur gratitude et comptent utiliser les ressources mises à leur disposition à bon escient. Cet appui, cette année, a connu encore une hausse. Et donc nous sommes sincèrement contents et surtout reconnaissants par rapport à cet effort qui est fait et pour soutenir nos activités, l'ensemble des fédérations sportives. C'est véritablement une bouffée d'oxygène et dès les jours, les semaines à venir, vous allez sentir quand même que le calendrier établi, qui n'attendait que ça, va se mettre en branle et tout irait très rapidement et aussi bien que possible, comme l'a souhaité M. le ministre tout à l'heure. Le ministre Oswald Omeki a par ailleurs félicité toutes les fédérations qui révèlent le Bénin lors des joutes internationales et les a exhortés à œuvrer davantage pour la vulgarisation des différentes disciplines sportives dans les 12 départements du Bénin. Esaü Football Club reste invaincu à l'issue de la 34e journée du championnat national de première division Vitalor Ligue 1. Marcel Dandinou et ses coéquipiers ont battu hier à Franco Omnisport 1-0 au terme d'un match poussif au stade René Pleven de Cotonou. C'est Ondé Larios Adjaboueno. Le spectacle n'était pas au rendez-vous ce dimanche 26 mai 2019 lors du 287e match de la Vitalor Ligue 1 entre Esaü Football Club et Avranco Omnisport. Et pourtant, la rencontre a démarré sans ronde d'observation avec la première occasion d'Esaü FC dans la foulée du coup d'envoi. C'est juste un faux rythme, manque de coordination, passe mal assurée, mauvais choix. Le maigre public du stade René Pleven n'a pu délecter le meilleur du football. Dans un pareil match, seul un exploit individuel ou une erreur défensive permet à l'une ou l'autre des deux équipes de prendre le dessus à la fin de la rencontre. En première période, il n'y aura ni un éclair ni une faute d'inattention.
Au retour des vestiaires, les férus du Curon vont se consoler avec la boude de Antoine Olatunde qui offre 3 précieux points à la formation universitaire. Comme à l'aller, le gardien d'Avrancourt rate sa sortie. À l'affût, Fedino Osei reprend dans les buts vides le centre de Ambroise Oyon pour son 7e but de la saison. C'est le football, et puis le football c'est un jeu d'erreur et ça peut arriver à tout moment. Et je pense que après, vous avez vu après le match, il est rentré dedans, il a commencé à faire des bons arrêts. Bon, ça arrive, hein, c'est le football et on doit continuer par travailler pour éviter ce genre de trucs. Le rythme auquel les joueurs sont soumis depuis la phase retour explique le jeu poussif présenté par les deux équipes selon Richard Bior, l'entraîneur de Zaïre FC. Les matchs seront comme ça parce que nous tirons vers la fin. Nous sommes à un rythme de 3 matchs par semaine. C'est un peu difficile pour ces joueurs qui n'ont jamais contenu ce genre de compétition. Donc il était normal que ce soit du côté de Avrancourt comme du côté de Zaïre. Il n'y avait pas de répondant. Il y avait la volonté, mais le répondant n'y était pas parce que les muscles ne répondaient pas. La seule chose que moi j'ai apprécié du côté de mes joueurs, c'est l'état d'esprit, parce qu'ils sont restés concentrés sur leur sujet. Ils se sont dit, bon, nous allons pousser, et c'est arrivé. Son homologue Rachad Chitou ne partage pas cet avis. C'est toujours bien de faire les 2 matchs par semaine, mais est-ce que c'est ça qui a eu répercussion sur le jeu? Je ne pense pas, parce que quand on voit l'image du match, l'adversaire n'est pas au-dessus de mon équipe. Le but est venu sur une bout du gardien de but, donc ça peut arriver, mais bon, c'est fatal pour nous. Et puis aujourd'hui, le taux se resserre autour de nous parce que au classement, notre image n'est pas bonne, donc bon, on va retourner tranquillement à la maison et puis penser au match prochain, voir le reste des matchs. À 4 journées de la fin de la saison, cette défaite plonge Avrancourt Omnisport dans la zone rouge. Enoch Ojo et ses partenaires deviennent premiers relégables avec 37 points, moins 1. En revanche, Zaïre FC enchaîne un 9e match consécutif sans revers et revient à 2 points de la 3e place grâce à cette victoire. Le club universitaire occupe la 8e place avec 43 points plus 1. Pour les autres matchs de la 34e journée, les Buffles du Borgou ont remporté le derby du Septentrion face aux Panthères de Djougou, 1-0 à Atchoukouma. Beke FC de Bembereke maintient le suspense grâce à victoire sur Soleil FC 2-1. Cette défaite envoie Bidé et ses poulains au purgatoire. Énergie FC respire en mettant fin à la belle série d'Aema FC. Victoire en déplacement des électriciens 2-1 à Misrete. En Ligue 2, Real Sport de Parakou et son rival Dynamo de la même ville sont plus que jamais les seuls engagés dans la course. Les 2 clubs paraquois ont dominé respectivement la jeunesse sportive d'Agonli 3-0 et la jeunesse sportive de Ouida 3-1. Espoir de Savalo 3e, Audio FC de Komé 4e et AS Cotonou 5e ont été tenus en échec lors de la 34e journée. Et voilà, c'est sur ces notes sportives que nous allons mettre à cette édition. Merci de m'avoir suivi. Restez toujours connectés sur les www.ezaetv.bj. Bonne chance à tous les candidats.